Bienvenue dans Sport10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir notre consultant foot Richard Etienne qui fera un point avec nous sur la saison de foot 2020-2021. Richard, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Nous parlerons également de voile traditionnelle et cette version un peu inédite du Traditour avec Christelle Monpetit qui sera donc là avec nous également. Bonsoir Christelle. Bonsoir Séverine. Et pour finir, nous parlerons également basket ce soir puisque j'ai le plaisir de recevoir Darius Samé qui va nous parler de sa nouvelle aventure à la MJC des Abîmes. Bonsoir Darius. Bonsoir Séverine. Et puis nous évoquerons également le championnat de Guadeloupe d'escrime qui aura lieu ce dimanche. On commence avec le foot, seule activité qui a pu avoir un championnat quasi complet avec Richard Etienne. On revient sur cette formule en deux phases qui a un peu émergé donc en début de saison avec donc ces deux poules et donc une première partie et une deuxième partie play-off, donc un peu inédite au foot. Et on peut dire que cette formule a eu quand même, elle a été bien reçue et ça a bien fonctionné tout de même. Bien reçue, c'est vrai. Et puis il faut dire que la majorité des présidents de club voulaient justement continuer avec cette formule. Alors, tout compte fait, ce qui va se passer, en tout cas pour cette saison version 2021-2022, il y aura deux poules de 10. On va y arriver tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça a été un véritable coup de massue pour nous lorsque on a appris que finalement il fallait arrêter le foot. Bon, on n'y peut rien si la situation sanitaire a fait qu'il fallait arrêter les compétitions. Donc au niveau de la préfecture, ils ont envoyé ce message à la Ligue, si bien que le 20 dernier, la Ligue nous disait simplement que toutes les compétitions étaient plus ou moins arrêtées. Bon, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a pu établir un classement. Il fallait quand même faire quelque chose. Ce qui veut dire que l'AS Gosier se trouve en tête de ce classement. Derrière, il y a la Jeunesse Évolution, ensuite le CSM, et le Phare, la Juventus, la Resta, et puis l'USR. Voilà, en gros, ce qui s'est passé dans ce championnat. Nouvelle formule, certes, qui était très intéressante, puisque, comme je viens de le dire, pratiquement tous les présidents de club voulaient continuer avec cette formule, parce qu'on l'a trouvée très alléchante, et puis, on voulait quand même... Ça mettait un réel challenge entre qui va se qualifier pour la poule haute et qui va rester dans la poule basse. Voilà. C'est vrai que du coup, ça a amené un petit plus à ce championnat guadeloupéen. Oui, ça a amené un petit plus à ce championnat guadeloupéen. Alors je disais justement ce qui va se passer, en tout cas pour cette version 2021-2022 en ce qui concerne le championnat, on va avoir deux poules de 10, mais toujours avec le CFA qui sera là, puisque les CFA, c'est vrai que c'est une expérience, il faut dire que Frédéric Bodino, qui est le directeur, mais qui malheureusement nous a quittés. Il a fait juste une saison quasiment avec le CFA et puis il est parti. Donc ce CFA va rester toujours dans le championnat, mais on aura deux poules de 10. Donc, où ça devient intéressant, c'est que en ce qui concerne les montées, puisqu'il faudrait les monter aussi, des équipes qui sortent dans la régionale 2 pour aller dans la régionale 1, là où la régionale 1, il y aura 4 équipes. D'accord. Les 4 équipes, c'est vrai qu'on les connaît tout de même, ces 4 équipes, puisqu'il y aura l'Étoile, il y aura aussi le Sirocco des Abîmes, de même que le Sporting, sans oublier le CAM. Voilà les 4 équipes qui vont accéder dans la régionale 1, et il y en a 2, justement, qui vont quitter. Voilà, avec ces 2 équipes, et même malheureusement, il y a le Club Sport et la Dynamo. Voilà les 2 équipes qui vont quitter en quelque sorte donc cette division d'excellence. La Dynamo qui avait quand même fait un bon parcours au départ et on espérait justement qu'ils allaient peut-être être dans cette partie haute et puis au final ils se sont retrouvés en poule basse et puis du coup carrément la descente. C'est vrai que c'est dommage pour ce club qui avait quand même bien marqué le début de saison. Bien marqué le début de saison et puis surtout un président Desbois que je salue d'ailleurs qui s'est beaucoup investi aussi dans son club.
puisqu'il me le disait il n'y a pas si longtemps, son objectif c'était de faire en sorte à ce que cette équipe reste en Régional 1 et puis de voir si elle pourrait quand même, disons, pérenniser en quelque sorte sa place dans cette régionale, mais ce sont des choses qui arrivent au football. Et oui, donc voilà, le champion est plus ou moins, il y a eu un classement, donc comme on l'a dit, qui a été établi, et donc cette saison prochaine, donc on attendra encore ces 2 poules pour pouvoir voir ce que va donner la régionale 1 la saison prochaine. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut attendre quand même le 13 prochain, le 13 juin, puisqu'il y aura l'Assemblée générale ordinaire qui va se dérouler en visio, et puis les présidents de club doivent normalement donner leur point de vue par rapport à ce qui a été établi par le comité de ligue. Bon, on peut savoir si finalement on va valider, disons, les 2 poules de 10, mais a priori ça ne devrait pas poser de problème. Et puis donc normalement on va conserver à ce moment-là donc cette phase de play-off qui arriverait par la suite, ou juste donc les 2 poules de 10. Est-ce qu'après donc il y aurait cette phase de play-off comme on a eu cette saison et de play-down? Alors ça, là encore, on ne peut pas répondre. Sincèrement, parce que il y a qu'à l'issue de l'Assemblée, parce que c'est vrai, peut-être qu'il y a des présidents de club qui vont émettre d'autres idées, donc on est obligé d'attendre cette date fatidique, le 13, pour savoir effectivement ce qui va se décider. Et évidemment, on ne connaît pas encore la date de reprise de ce championnat, puisque la volonté de la Ligue, c'était de faire en sorte, ou du moins c'est de faire en sorte à ce que les coupes, les compétitions de coupe, disons, redémarrent avant le championnat. Là, il y a des choses à voir. Très bien, c'est aussi du coup fin de championnat, c'est aussi la période du coup des transferts entre guillemets, des signatures et autres. Et c'est vrai que du coup notre championnat quand même a pas mal de signatures autour, des joueurs qui vont du coup quitter la Guadeloupe pour aller s'exprimer au niveau de l'Hexagone. Oui. Et justement, avant de revenir sur l'une de ces signatures plus en détail avec vous, Richard, je vous propose justement donc de revoir ce reportage de la signature pas de signature, mais en tout cas de la présentation de Mondi Prunier, qui va donc évoluer la saison prochaine à l'FC Rouen, un club de National 2. Un reportage de Maxime Morel. Mondi Prunier, c'est une histoire qui date de 2 ans et demi. Quand je suis allé le chercher avec le coach de la Resta, on s'est dit c'est un joueur qui a de l'avenir à la Guadeloupe. Et puis au fil des matchs, on s'est rendu compte que c'était pas la Guadeloupe, que c'est quelqu'un qui avait un potentiel pour jouer dans un club en métropole ou peut-être en Europe. Pour moi, c'est un grand jour, c'est une fierté pour moi. Et je suis vraiment content, je suis vraiment fier d'aller là-bas. Oui, c'est un rêve depuis tout petit, c'est un rêve. Au niveau sportif, ce qu'il attend, c'est un club de National 2, où je pense qu'il va pouvoir performer avec du temps de jeu. Donc c'est quelque chose de très important pour lui aujourd'hui. Il aura un contrat fédéral, c'est un contrat fédéral sur 2 ans. Donc que du bonheur pour lui, c'est un joueur qui le mérite, c'est un joueur méritant. Aujourd'hui, il a le talent pour aller beaucoup plus haut. Je me lève tout le matin pour travailler, très dur. C'est ça pour permettre d'avancer dans la vie. Il faut travailler, il ne faut pas perdre, il faut aller jusqu'au bout et puis pour réaliser ses rêves. Pour nous, c'était primordial. Parce qu'on estime que Rouen, c'est un club historique en France et surtout un club bien structuré. Et c'est un club qui lui permettra, on a eu l'assurance qu'il ait du temps de jeu. Mon objectif, c'est aller plus loin avec mon équipe et pourquoi pas monter en Ligue 1 ou Ligue 2. C'est ça mon objectif, marquer 2 buts. Il a eu des pistes étrangères célèbres, des clubs italiens qui font partie des 5 premiers du championnat. Mais on sait très bien comment ça se passe en Italie. C'est un joueur qui aurait été prêté, Mondi, dans des 4e divisions italiennes. C'était pas ce qu'on voulait pour lui. C'est un coup que va faire le FC Rouen parce que c'est sûr que d'ici quelques mois, Mondi va faire parler la poudre en France. Alors justement, Richard, donc joueur qui va donc évoluer en France. Donc c'est une belle réussite. Vous qui suivez justement en permanence notre championnat, votre sentiment justement sur ce transfert? Je n'ai aucun doute, sincèrement, je le dis à nos amis téléspectateurs, je n'ai aucun doute
de la progression en quelque sorte de ce joueur. C'est vrai puisque, vous savez, l'histoire parle d'elle-même, parce que j'étais parti avec M. Paulin, qui est le président justement de la Restar, et nous étions partis avec son académie là-bas, et avec l'équipe de Carrefour. C'est là qu'on a repéré ce gamin de 21 ans aujourd'hui. Et puis on s'est dit que ce joueur, certainement, il va amener un plus pour le football guadeloupéen. D'abord pour la Restar, mais pour le football guadeloupéen. Et résultat, sur 2 ans, c'est quoi? Il est devenu l'un des meilleurs joueurs. Et si il a pu décrocher ce contrat avec le FC Rouen, c'est parce qu'on a beaucoup observé. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de renseignements concernant ce joueur. Même le sélectionneur de la Guadeloupe a été alerté par cette équipe de Rouen, prendre des renseignements pour savoir s'il avait la possibilité quand même de jouer avec ce club. Et puis on s'est rendu compte effectivement qu'il avait tout à fait les moyens, tout à fait la capacité. Et il a dit dans le reportage, il a un objectif précis, c'est de marquer des buts. Et pourquoi pas jouer un jour avec la Ligue 1. En tout cas, ça retrace quand même un beau parcours, et puis c'est aussi montrer qu'on peut vraiment réussir à tout âge, parce que c'est vrai qu'on est un peu de nos jours sur cette image un peu où quand on part à 13, 14, 15 ans, on a de fortes chances bien sûr de réussir une carrière professionnelle, mais là également, donc c'est montrer aussi qu'à travers du coup un autre parcours, même si on est plus âgé, c'est de toujours poursuivre et travailler, bosser si on veut accomplir, en tout cas atteindre ses objectifs. C'est le maître mot. 5 heures du matin, il est dans la rue et il travaille. Il travaille. Footing, gainage, enfin, le complet. Dès 5 heures du matin, Mondi Prunier, il est dans la rue. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et c'est pourquoi je dis il y a de fortes chances qu'il parvienne tout de même à atteindre son objectif, qui est tout simplement jouer au plus haut niveau. Bon, il termine quand même dans le championnat, 3e meilleur buteur avec 20 réalisations, 16 en championnat et 4 en coupe. Mais juste devant, il faut dire qu'il y a encore un autre haïtien, Ricardo Philibert, qui termine en tête avec pas moins de 22 réalisations. Et juste derrière, il y a Raphaël Miroval, qui va partir lui aussi avec Aubagne, mais qui a signé avec Aubagne. Et 2e meilleur buteur avec 18 réalisations. Donc, moi, je dis quand même qu'il y a une bonne progression dans ce football guadeloupéen. C'est ce que j'allais vous demander. C'est signe justement que du coup le foot guadeloupéen se porte quand même bien, parce qu'on arrive justement au-delà des jeunes joueurs à faire partie également des joueurs plus âgés et qui évoluent dans notre championnat et qui sont quand même aux premières places, aux premières loges justement. Oui. Et puis sans oublier d'ailleurs le CFA, parce qu'il y a des joueurs du CFA qui sont partis déjà pour déjà faire des essais avec des équipes en métropole. Il y en a beaucoup qui vont rester, ça c'est sûr. Donc les choses avancent quand même dans ce football. Même chez les filles aussi, un petit mot, puisqu'on a deux joueuses féminines qui sont parties pour faire des essais, et justement au niveau donc du pôle France, et même là aussi au niveau du football féminin, ça avance, ça se structure et ça travaille aussi. Bien sûr, et puis on attend le retour, savoir ce qui a été décidé avec justement la responsable, qui est partie avec elle, savoir Madame Monlouis. Donc on attend le retour, et puis on voit d'ailleurs de plus en plus renseignements par rapport à leur séjour là-bas. On croise les doigts alors. Tout à fait. Richard, on va donc finir justement du coup avec nos Guada Boys. Oui, alors les Guada Boys, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en pleine préparation pour les préliminaires. Alors ce qu'on entend par les préliminaires, c'est tout simplement des rencontres qui vont se disputer à Miami, à Fort-Lauderdale, justement, dans un complexe sportif qui est très prisé là-bas. Et pour l'instant, donc, ils sont en pleine préparation, je le disais, et déjà demain, ils ont ils ont quand même dans la matinée, ils vont travailler dans la matinée, et dans l'après-midi encore une autre séance d'entraînement, avec un petit match de préparation avec le CFA. Et les autres jours, ça va être pareil, toujours des préparations, tout en sachant que le 30, précisément le 23, ils partent en Martinique. Encore un autre match de préparation contre la sélection de la Martinique. Puis après, ils vont se retrouver pour d'autres décrassements, notamment le 24, le 25 et le 26. Et puis le 30 précisément, ça va être la date de départ pour Miami.
Ils auront 2 matchs là-bas. Enfin, déjà, un premier match qu'ils vont faire. Ce sera donc le premier match, ce sera contre le Guatemala. Et en cas de victoire, et bien après, ils vont affronter ou bien non, pardonnez-moi, ça va être les Bahamas, pardon. Le premier match, ça va être contre les Bahamas. Et puis en cas de victoire, ce sera contre le Guatemala ou alors la Guyana. Voilà, un petit peu le parcours de... On va dire que la période d'arrêt du championnat aussi a rendu un peu service à cette sélection de Guadeloupe qui a du coup pu avoir plus de temps pour se préparer, pouvoir avoir les joueurs à disposition aussi plus longtemps, donc une meilleure préparation et peut-être aussi donc l'ambition d'avoir de meilleurs résultats justement à Miami. De meilleurs résultats, mais ça passe aussi par la qualité des joueurs. Il faut dire qu'il se passe quelque chose dans cette sélection. C'est qu'on a recruté un monsieur football en métropole, en l'occurrence de Sylvestre, de Franck Sylvestre, et il a une mission qui est très importante, et bien c'est de repérer des joueurs potentiels pour venir renforcer cette sélection. Ça commence à venir petit à petit, mais dès le 8 prochain, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, il y a quelques joueurs qui vont arriver, parce que la sélection n'est pas encore faite, forcément, parce qu'on attend l'arrivée de tous les joueurs pour mettre en place une véritable sélection. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il faut obligatoirement qu'il y ait trois gardiens. On sait déjà qu'il y en a 2 chez nous ici. D'accord. Alors pour le 3e, on verra bien. Voilà. Et pour finir, donc Richard, un petit mot justement sur le recrutement au niveau de la Ligue de monsieur arbitre aussi, pour justement permettre à nos arbitres d'avoir encore plus de formation et de faire évoluer justement cette fonction. Oui, effectivement, il s'agit d'un conseiller technique de l'arbitrage qui répond au nom de Thomas Bossard et il prendra ses fonctions le 1er août prochain. Il arrive du district des Deux-Sèvres où il est responsable de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça nous faisait défaut. Alors l'arrivée justement de ce monsieur arbitre, je crois qu'il y aura moins de contestations, on l'espère qu'il y aura moins de contestations, mais je crois que son arrivée est très attendue et puis à l'annonce de cette nouvelle, et bien les gens, les responsables des différents clubs, ils ont trouvé que c'était une très bonne initiative à mettre à l'actif justement de la Ligue guadeloupéenne de football. Merci Richard en tout cas pour toutes ces belles précisions sur notre championnat de foot et on se retrouvera comme d'habitude très vite dans Sport 10 pour de nouvelles infos en tout cas au niveau du foot. Et Richard, on sera de retour avec C'est le foot. Ah oui, avec C'est le foot. Bon, alors il y aura peut-être une petite surprise. On peut déjà dire de quoi s'agit-il. Probablement qu'on sera sur le coup, à savoir la Coupe d'Europe, puisqu'on a l'habitude de faire, de faire des plateaux, on a eu l'occasion de faire des plateaux de la Coupe du Monde. Il y a de fortes chances bien qu'on retrouve cette compétition, mais pas dans les médias, peut-être ce sera uniquement pour les demi-finales et les finales. Voilà. D'accord, vous avez le temps de vous préparer, affûter vos t-shirts pour supporter. Et puis Richard sera là donc pour vous apporter bien sûr l'éclairage qu'il faut sur les rencontres. Voilà, donc merci en tout cas Richard. Merci. Ce week-end aura lieu le 44e championnat de Guadeloupe d'escrime au Crête, ce dimanche 6 juin dès 8h30. Les escrimeurs donc livreront bataille pour obtenir le titre de champion. 90 participants sont attendus à l'épée et au fleuret dans les catégories de M9 jusqu'à M20. Une compétition qui se déroulera bien sûr à huis clos et que vous pourrez suivre sur Canal 10, pas dimanche, mais qui sera en rediffusion sur Canal 10, donc cette épreuve de championnat de la Guadeloupe. On parle également, donc on va se tourner cette fois vers notre invitée femme du plateau, Christelle Monpetit, bonsoir. Rebonsoir. Donc on va parler de voile traditionnel et donc justement un événement aussi marquant, le Traditour, qui était bien sûr très attendu, qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, situation sanitaire oblige, et qui cette année revient, mais dans une formule un peu différente. Donc est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus? Alors on va dire que c'est une version, une formule musclée, très exigeante physiquement, puisqu'on ne part plus sur une formule de Traditour avec
7 à 8 jours de régate, en passant de commune côtière à commune côtière. Ça a été très difficile pour nous au niveau de la classe des canots saintois de voile traditionnel de la Guadeloupe et du club organisateur ANASA, de devoir renoncer à l'organisation du Traditour l'an dernier, parce qu'il faut savoir que l'organisation de régates de ce type mobilise un certain nombre d'acteurs, beaucoup de bénévoles, et qui préparent le Traditour à la fin de chaque Traditour précédent. Donc en fait, il n'était pas question de baisser les bras pour nous. On a toujours tenté d'organiser les régates, de proposer des dossiers aux instances décisionnelles. On a quand même pu organiser une régate en janvier, le Challenge à piller 1. Et là, on a réfléchi à une formule qui permettrait de remobiliser la flotte, redonner envie d'aller sur l'eau, tout en essayant de s'adapter aux contraintes qui s'imposent à nous dans ce contexte de crise sanitaire. Donc l'idée, c'était de réduire au maximum le nombre de communes étapes. Et ça a donné ce Traditour très musclé avec de grandes modifications, puisque ça reste toujours de la course côtière en flotte, sauf que les départs, c'est 6h du matin prévu, avec une arrivée prévue à 17h. Donc partir de Sainte-Anne, passer la Pointe des Châteaux, une première porte, une autre porte à passer à Anse-Bertrand pour arriver à Port-Louis. Ça, c'est le samedi 17 juillet. D'accord. On transborde nos canots. Ah oui, c'est ça. Je vois que vous visualisez la carte de la Guadeloupe. Exactement. Donc, on a la petite, on commence à tiquer, on voit Pointe des Châteaux, oui, ça bouge beaucoup. Voilà. Pointe de la Vigie, on a des petits souvenirs de la dernière route du Rhum, d'Alex Thompson et tout ça. Exactement. Et donc, en fait, on fait un transbordement là. Il faut être prêt à partir de Vieux-Fort dès le dimanche matin, 6h, pour longer la côte, passer Cap-Esther. On a une porte, je crois, sur le bourg de Cap-Esther, et on a une autre porte à passer au niveau de la Dacha. Ce qu'on entend par porte, c'est qu'on matérialise sur l'eau avec des bouées, des obstacles à respecter. Et donc, du coup, les personnes qui voudront bien, qui auront la chance d'avoir une maison sur la vue sur la mer, pourront voir passer les canaux. Et puis, une fois qu'on aura passé la Dacha, on va arriver à Sainte-Anne, arrivée prévue à 17h aussi. Donc voilà un petit peu une présentation. D'accord. 17-18, donc Sainte-Anne, quoi. Voilà. Je sais, ça pique, on se pose des questions, mais beaucoup d'équipages ont commencé à se mobiliser, ont des idées tout à fait originales de préparation physique, pelleté de terre, jardinage, footing. Après, il faut dire aussi que le contexte sanitaire nous a beaucoup touché au niveau de la voile traditionnelle, comme dans tous les autres sports, puisque nos financements proviennent essentiellement de sponsors. Voilà. Et nos sponsors, ce sont des acteurs économiques qui ont fortement été impactés. Et puis, c'est vrai que pour nous, la voile traditionnelle, c'est pas qu'un sport. C'est vraiment une façon de vivre, une façon de vivre ensemble la Guadeloupe et de rester soudés, déterminés. Mais actuellement, les garçons sont tous, et les filles. Et les filles, parce que les garçons et les filles sont tous, ils sont majoritaires, hein, les garçons. Et ils sont tous en réunion Zoom, là, justement, puisqu'on a dû encore apporter quelques ajustements. On a un protocole sanitaire à respecter, on a un protocole sécurité aussi qui est assez drastique. On a la chance de pouvoir compter sur les mêmes partenaires au niveau de la sécurité, puisque le président du comité de pêche, Charlie Vincent, travaille avec l'ANASA, club organisateur, et la classe, Victor Jean Noël, pour assurer un dispositif de sécurité
le plus sérieux que possible, comme chaque année. Richard? C'est vrai, je me suis toujours posé la question, surtout lorsqu'on arrive au niveau de la Croix à Saint-François, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, eh bien vous arrivez à passer cette Croix, à passer cet espace qui est vraiment une sorte de crevasse, mais en canot à voile traditionnel, comment vous arrivez à passer par là? Je vais être très franche avec vous. Ouais. Moi, je navigue que depuis 2016. Ah, d'accord. Donc, on va dire que ce sont les expérimentés qui sauront comment prendre ce passage. Oui, oui. Ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau de la NASA, avec le dispositif de sécurité, on va s'assurer que tout se passe au mieux et que les canots ne se laissent pas aller à frôler un peu trop la côte. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'organisation de cette régate est conditionnée aux conditions météo. Donc, si on n'a pas assez de vent, on ne partira pas. Si on a trop de vent, on ne partira pas parce que les caractéristiques du canot ne nous permettent pas de réduire la voilure et de nous adapter à la situation de vent. Et puis, il y a aussi le facteur de houle dont il faut tenir compte, qui va aussi déterminer, ça serait un deuxième critère, et enfin l'évolution du contexte sanitaire. Voilà. Des coups de 3 mètres parfois dans ce coin-là. Oui, après, on reste quand même très humble parce qu'on se confronte à la nature, on respecte la nature, et puis il y a des 3 mètres de creux, ce n'est pas des conditions qui permettent de lancer une régate, parce que je rappelle que ce sont des équipages de 6 à 7 personnes. On a des parents, on a des enfants aussi qui naviguent. Et c'est la sécurité avant tout. On est passionné, c'est vrai. Mais cette nouvelle formule, oui, ça pique. C'est une formule raide. Oui, c'est une formule difficile. Mais donc, voilà. Justement, vous parliez donc un peu donc, de cette préparation qui a déjà un peu débuté, parce que c'est vrai que ça va vite. Là, il reste quasiment un mois. C'est ça. Un mois et quelques jours pour être au top physiquement, quand on sait que la saison aussi a été difficile, qu'il n'y a pas eu beaucoup de régates, justement, pour pouvoir se jauger, se mettre en forme et tout ça. Donc, justement, comment du coup, ça a été quand même reçu par les participants? Ça a été quand même globalement bien reçu. Faut dire que c'est une flotte d'une vingtaine d'équipages, de patrons. On a organisé des réunions en visio pour échanger avec eux, écouter leurs doléances, écouter leurs préoccupations, amender le protocole de sécurité, parce que nouveauté aussi, c'est que vous vous doutez bien que partir à 6h du matin et arriver à 17h, c'est pas avec un équipage de 6 personnes. Voilà, c'est ce que j'allais qu'il vous va poser falloir la question. organiser des rotations en mer, qu'il faut mettre en place, réfléchir à un dispositif qui donne lieu justement à une annexe aux instructions de course qui ont été envoyées à l'ensemble de la flotte ce matin. Et en termes de préparation physique, oui, c'est déjà dur sur un traditour classique de naviguer 3 à 4 heures. Bon, les débutants comme moi, on fait ça en 5 heures, 5h30. Donc là, quand on est parti pour la journée. Mais c'est vrai que ça va être un défi physique, mais aussi mental. Il va y avoir de la stratégie à mettre en place. Il va y avoir un gros travail à faire sur la météo, mais aussi les caractéristiques de notre littoral, puisqu'on a des zones où on aura un peu plus de vent, des zones un peu moins de vent. On va devoir tirer des bords, puisque on fonctionne avec le vent, et il va y avoir une stratégie à mettre en place sur le choix des équipiers, des rotations de barreurs, parce que tenir une barre de 6h du matin à 17h seul, ça va être très compliqué. Donc les équipages majoritairement ont posé plus de questions pour être rassurés sur leur possibilité de commencer la régate et de la terminer. Et on ne va pas se mentir, pour faire ce traditour, il faudra mobiliser du monde sur l'eau, à terre, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau des équipages qui vont devoir se doter d'un bateau suiveur
qui vont devoir inscrire un certain nombre de personnes pour faciliter la rotation. D'accord. Et c'est le Traditour 2021. Donc on espère que les éléments seront avec nous et qu'on pourra vivre ce super événement et retourner sur l'eau, mais en flotte. En tout cas, voilà, oui, ça promet, hein, parce que quand on entend votre présentation, ça donne envie. Même si ça semble être difficile, oui. Mais en tout cas, ça donne envie de le vivre, parce que effectivement, ça va vraiment être un défi, un challenge, vraiment donc un gros investissement humain. Et comme vous le disiez si bien, donc au départ, c'est vraiment donc une famille entre guillemets, un oui. peu la voile traditionnelle, et donc se retrouver un peu dans ce cocon à se lancer les défis. Je pense qu'il va y avoir pas mal de challenges quand même sur l'eau. Oui, puis il y a beaucoup d'émulation et puis il y a une solidarité aussi qui se met en place parce que certains équipages ont perdu des sponsors, il va y avoir des fusions d'équipages, on a des apports, on va pouvoir aussi éventuellement se dépanner entre équipages pour permettre que ce Traditour soit une réussite, mais c'est surtout l'envie de retourner à l'eau. Il n'était pas question pour nous d'être défaitistes, fatalistes et de se dire bon, la formule Traditour classique, on ne peut pas la mettre en œuvre. On ne peut pas réunir de monde sur la plage. Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on laisse tomber avant d'avoir essayé? Donc on a mis tous les moyens de notre côté pour organiser ce Traditour. On a fait le tour des collectivités, les partenaires privés et réussi à générer une émulation puisque du coup les débats revivent sur les groupes, nos groupes WhatsApp et certains équipages qui étaient un petit peu dans l'attente sont retournés sur l'eau parce que pour beaucoup une année sans Traditour c'est pas pensable. Oui, une deuxième année en tout cas sans Traditour, ça aurait été difficile tout de même à vivre. Oui, c'est déjà très dur de se réveiller à la fin de Traditour quand on se rend compte que c'est fini. On a navigué pendant une semaine, mais là, avec ce parcours, encore parce que bon, on peut dire qu'il n'y a pas assez navigué. Merci en tout cas Christelle, mon petit, d'être venue nous présenter ce Traditour. Bien sûr, vous avez compris qu'il sera une belle épreuve. Donc 17 et 18 juillet. Donc vous avez un Sainte-Anne en 2 jours. Donc visualisez, comme on disait si bien tout à l'heure. Imaginez-vous l'épreuve. Et en tout cas, ça va être un grand moment de voile qu'on vous invitera à suivre, bien sûr, comme d'habitude, un peu sur Canal 10, puisque Canal 10, vous le savez, et la voile traditionnelle, c'est aussi une belle aventure et une belle histoire. J'en profite pour saluer également donc Vincent de Russie et Greg Laps, qui sont les 2 passionnés de voile et qui vous font vivre ces événements justement sur notre antenne. Voilà. Donc il y aura aussi ce week-end de l'athlétisme, donc au stade de Sainte-Anne le samedi 5 de 14h30 à 17h, avec principalement de la course et 2 concours au niveau du javelot et de la longueur. Ensuite le dimanche 6 dès 8h, cette fois au stade des Abîmes. Donc il y aura des épreuves de course, principalement pour les benjamins et les benjamines, et des concours de triple saut, de poids, de hauteur, de longueur, de disque, et également de la perche, bien sûr aux Abîmes. Des compétitions qui sont toujours à huis clos, mais bien sûr vous savez que sur le site de la Ligue d'athlétisme, vous pouvez revoir des images en tout cas de ces différentes compétitions et puis donc voir nos petits athlètes évoluer et voir leur performance. On va se tourner vers notre dernier invité du soir, Darius Samé. Rebonsoir. Bonsoir Sabrine. Cette fois on parle de basket, on aura fait un petit peu le tour ce soir, foot, voile, et donc on retourne dans le sport collectif donc avec le basket. Darius Samé, cette semaine donc a été annoncé votre arrivée donc à la MJC des Abîmes pour un nouveau projet, nouveau challenge pour vous. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai été approché par les dirigeants des Abîmes. Bonne organisation, bonne structure, bonne présentation. Donc j'ai fait mon curieux, donc je me suis laissé emporter, emmener. Et puis du coup on a finalisé ça il y a la semaine, mardi. Donc voilà, c'est parti pour une saison.
Et on espère que si tout se passe bien, il y aura encore une autre saison. Mais ça, on verra par la suite. Faisons déjà celle-là et puis on avisera. C'est vrai que du coup, on vous a connu donc, au Banello, avec donc, l'équipe première notamment, et puis cette saison avec les jeunes. Donc, quelle est du coup votre perspective d'évolution vis-à-vis, du coup, depuis votre arrivée, depuis votre retour en Guadeloupe? Alors, elle est plus complexe que ça. C'est-à-dire que dès mon arrivée, bon, c'est vrai que j'ai intégré le Banello. Bon, il y a eu des résultats, c'était très bien. J'ai eu la chance d'avoir un bon président et puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait transmettre sa motivation, sa détermination. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous apprenez, vous écoutez, vous apprenez encore à nouveau. Et à partir de là, on découvre aussi le basket guadeloupéen. Parce qu'il y a des méthodes, il y a une façon de travailler et du coup, faut arriver à composer avec tout ça. Donc quand ça fonctionne, c'est très bien. Et quand ça ne fonctionne pas, on se remet au travail le lendemain. Et aujourd'hui, c'est ma 4e saison. J'ai repris les U17 du Banello. Très bon moment parce que là on revient sur les fondamentaux, sur du basique. Et là, c'est pour un coach qui est formateur, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que les jeunes sont demandeurs. Donc on doit apporter un contenu de qualité et puis être toujours dans la rigueur et l'excellence parce que vous faites des grands de demain. Donc on part sur un sport éducatif parce que le basket est une chose, c'est une activité physique sans souci, mais à côté de ça, on essaie d'apporter quelque chose qui font aussi des hommes de demain. Donc de la rigueur, des bonnes postures, des bonnes interrogations, et quand ça fonctionne, on est ravis. Du coup, donc depuis votre signature, comment les choses du coup ont avancé au niveau de la MJC, au niveau de votre nouveau club, au niveau de vos prises de fonction? Du coup, quelle va être votre responsabilité au niveau du club? Alors, depuis ma signature, j'ai eu quelques entretiens avec des joueurs cadres et j'ai été agréablement surpris. Ce sont des garçons que j'ai déjà croisés sur le parquet, mais on a échangé avec un petit peu plus de profondeur. Donc, ça s'est très bien passé et eux répondent favorablement au projet que je leur présente, donc ils sont curieux. Il n'y a pas eu énormément de matchs la saison cause Covid, tout le monde le sait, et là ils sont prêts à partir, ils attendent quelque chose de bien, de cohérent, et puis pouvoir forcément avoir des résultats. L'objectif là-dessus, c'est de missionner tout le monde. Donc une fois que vous avez missionné tout le monde, vous pouvez avoir un objectif commun et ensuite derrière, avec un groupe, une équipe, on aura des résultats. Mon rôle au niveau des abîmes, c'est aussi être entraîneur de l'équipe senior et aussi directeur technique. À savoir, les abîmes formateurs, comme formateurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns quand même, j'en compte 3, 4, et ils ont d'excellents jeunes. Mais il faut aussi encadrer ces jeunes avec des entraîneurs, des formateurs de qualité. Donc mon travail, c'est d'aller les voir, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de leur présenter aussi une trame pour qu'on puisse avoir des idées communes. Chacun sa philosophie de coaching, mais on essaie d'avoir quelque chose de commun pour que les gamins qui ont le potentiel d'évoluer plus haut puissent avoir cette passerelle, c'est un mot que j'emploie souvent, cette passerelle pour aller en catégorie supérieure et qu'il n'y ait pas de perdition. Donc on veut que du coach des U13, U15, parce que pour moi ce sont des catégories charnières dans une association, que ces coachs-là soient vraiment des coachs compétents et qui soient avisés sur tous les petits détails. Et je serai là pour les épauler, pour les suivre et leur donner quelques conseils. Et en fonction de ça, on avisera pour la suite. Mais c'est très important de pouvoir avoir ce rôle d'observateurs au sein de cette association parce qu'ils sont porteurs de bonnes intentions. Et moi, ça me convient tout à fait. Aujourd'hui, donc effectivement, vous transiter vers un autre club. C'est vrai que c'est jamais évident. C'est pas la même couleur. C'est pas les mêmes couleurs du tout. C'est vrai que après le monde du basket, c'est un petit monde, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc du coup, comment vous avez vécu un peu cette transition, ce changement? On sait que c'est jamais facile quand on quitte un club pour aller dans un autre. Donc du coup, comment, surtout si on a quand même aussi un attachement dans le club qu'on quitte. Donc du coup, comment aussi on vit ce changement? Non, mais après, je veux pas te mentir.
Bonello, c'est mon club de cœur. Donc la première interrogation a été, il faut que je parle à mon président. Il faut que je parle à M. Magabert. Comment je vais tourner la chose? Mais en fait, compte, figure-toi qu'on a eu une réunion, lui et moi, et ça s'est très bien passé. C'est un bonhomme qui est très intelligent. C'est un bonhomme de caractère. Il a du caractère, il a son caractère, et je commence à le connaître. Et je lui ai présenté la chose. Et tout d'un coup, il a été rayonnant de positivité. Il m'a écouté. Alors forcément, il a défendu les rouges et blancs, bien sûr. Hein. Bah oui. C'est vrai que moi, j'ai présenté les jaunes et verts. mais voilà, il a compris, et on a échangé là-dessus, et puis il me donne toujours des bons conseils. Il est de très bons conseils. Donc, je suis quelqu'un qui sait écouter. Et à partir de là, on a échangé. Je lui ai présenté mon souhait, qu'il a respecté comme un grand monsieur qu'il est. Et du coup, que ce soit lui ou le secrétaire, ça a été bien mené, ça a été bien fait. Ils ont compris. Il n'y a pas d'amertume. Donc du coup, on ira manger ensemble sans problème, parce qu'on ne s'est pas fâché. Voilà, finalement, c'est parlé en bon terme. Très bon terme, très bon terme. Voilà, donc c'est important parce que comme je disais, c'est vrai que c'est un petit monde, donc c'est vrai que tout le monde se croise dans ce milieu basket, et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas cet esprit, bien sûr, bon enfant, même si telle ou telle personne décide de se tourner vers un autre projet, parce qu'on sait qu'après, on a tous un but commun, un intérêt commun, c'est de faire avancer le basket guadeloupéen. Mais bien sûr, il faut savoir dans toute activité sportive, il y a des changements, il faut des changements, parce qu'en sport, les coachs ont des fins de cycle, les présidents ont aussi des fins de cycle, donc ça fait partie du sport. Alors il n'y a aucune raison de le prendre avec amertume ou autre, même si c'est un petit peu gênant, on est toujours triste, peut-être plus le mot triste qu'amertume, donc on est triste que vous avez un coach qui s'en aille, mais ça fait partie du circuit sportif. Donc aujourd'hui, moi ça m'est arrivé en métropole de partir, d'être coupé, entre guillemets, ça arrive, hein. Moins bien, mais voilà, ça fait partie du truc. Et pour savoir rebondir, que ce soit un sportif ou un coach, le mot-clé après une rupture ou une démission, c'est rebondir et tout de suite retrouver une nouvelle dynamique. Comme un joueur qui a un nouveau coach, il va retrouver un nouvel élan, un nouveau challenge, et puis ça permet d'émerger autre chose. Chacun est différent, il faut trouver sa place à travers les nouvelles fonctions ou les nouvelles personnes qui vous sont présentées. C'est du challenge. Quand on est en sport, c'est du challenge, et quand on est compétiteur, ça va tout seul. La Ligue a annoncé cette semaine également, même en fin de semaine dernière, la fin des championnats seniors, donc la possibilité de se projeter sur la saison 2021-2022. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à l'organisation de ce championnat, éventuellement une perspective, parce que cette saison, la Ligue avait proposé une nouvelle formule. Est-ce que pour vous, cette formule peut être représentée la saison prochaine, ou au contraire, il faudrait peut-être réfléchir à toute autre chose? Après, la première chose, il faut qu'il y ait une garantie que la saison reprenne. Donc je pense que tout le monde a envie de jouer au basketball, tout le monde a envie de repartir, les coachs et les joueurs. Ensuite, la présentation qui a été faite cette année, je dirais que c'est une présentation par rapport à la situation actuelle. Donc il fallait faire participer tout le monde. Ça a été intelligemment bien fait, pourquoi pas, on peut voir ça comme ça. Mais pour la saison prochaine, je pense qu'il faut se tourner vers quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus clair. Quelquefois, ça manque de précision. Je pense que ça manque de précision, et interroger les gens concernés. La Ligue, c'est l'instance qui gère, mais il faut s'entourer vers des présidents de clubs et quelquefois quelques référents basket d'un certain niveau pour avoir leur avis, pas tout le temps imposer certaines choses, parce que quelquefois on n'a pas suffisamment de recul, on est entre nous, qu'on discute, mais un œil extérieur est toujours plus avisé et ça peut que nous faire grandir. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir pour pouvoir présenter un calendrier étouffé avec pas mal de matchs, parce qu'on n'a rien fait cette année, donc on ne peut pas être fatigué. Et moi, je veux du jeu, je veux des matchs et des week-ends complets en activité. Un peu comme le tradito, 2 jours à fond tout le temps. Comment ? Tradito, allez hop, tradito. Non mais voilà, donc je pense qu'il faut prendre le temps pour bien réfléchir, prendre toutes les idées, et à partir de là, présenter quelque chose de fiable, d'intéressant et d'attrayant pour toutes les associations. Très bien, en tout cas on vous souhaite une bonne saison.
la USAB. Moi aussi. Voilà. Non, mais ça va bien se passer. J'ai discuté avec que ce soit les différents responsables. Non, il y a des gens qui ont la fibre basket, qui ont une réelle volonté, une réelle attente. Donc du coup, ça me va. Je suis pas difficile, mais j'aime le sérieux et l'exigence. Donc ça devrait pouvoir me convenir. On l'espère pour vous en tout cas, et donc on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie donc d'être venu jusqu'à nous, d'avoir passé ce petit moment agréable avec vous. Je vous souhaite en tout cas à tous du courage, beaucoup de courage, Christelle Monpetit, pour la préparation pour le Tradito. Richard également, beaucoup de choses à venir, bien sûr pour le foot. Et donc on se donne nous rendez-vous pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de Sport 10 vendredi prochain. On se donne rendez-vous l'autre vendredi pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, profitez, faites du sport, amusez-vous, faites-vous plaisir, que ce soit dans un stade, hors du stade, à côté de chez vous, comme vous voulez. En tout cas, faites du sport. Richard ? Et c'est ma basketteuse préférée que je salue. Voilà, en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne fin de soirée à vous. Bonsoir.